Ben, il y avait comme deux inspirations. Tu sais, d'abord, depuis que je suis toute petite, je suis comme vraiment fascinée par les histoires qui mettent en scène des justiciers ou des justicières. Ça passait beaucoup, en fait, par les comic books quand j'étais petite. Les petits bonhommes que j'écoutais, c'était juste ça, Batman, Spider-Man, X-Men. Après ça, quand j'ai commencé à lire, j'étais vraiment intéressée par les comic books. Puis après ça, bon, il y a eu les films de Marvel, les séries de Marvel à l'adolescence, à l'âge adulte. Puis j'étais intéressée par cette figure-là parce que c'est un personnage qui permet d'abord des dilemmes moraux vraiment intéressants, qui permet aussi un jeu sur l'identité, disons de souligner à gros traits les espèces de négociations identitaires qu'on peut faire dans la vie, parce qu'évidemment, le justicier est quelqu'un qui agit dans l'ombre, donc il doit avoir une identité cachée et une identité de citoyen normal qu'il doit parfaire pour ne pas se faire prendre, pour pas que les gens autour de lui ou d'elle soupçonnent ce qu'il ou elle fait pendant la nuit. Et ça souligne à gros traits ces espèces de négociations d'identité qu'on fait tous, selon le contexte, selon les personnes avec qui on est, ce qu'on veut mettre en valeur de notre personnalité. Et donc, c'était deux aspects que je trouvais intéressants. Puis quand est venu le temps, bon, je savais que j'aurais aimé écrire sur un personnage comme ça, quand est venu le temps de choisir une injustice que ce personnage-là allait essayer de combattre, c'était clair pour moi que les injustices liées aux violences sexuelles étaient les premières que je voulais aborder, parce que c'est quelque chose qui m'habite quand même depuis longtemps, comme beaucoup de femmes, entre autres parce que j'ai vécu en 2014, quand je suis rentrée à l'université, j'avais 19-20 ans, puis il y a eu le premier mouvement d'agression non dénoncée. Puis il y avait une grosse partie de ce mouvement-là qui avait lieu, qui a eu lieu dans le département de littérature de l'UQAM. Donc il y avait des profs qui avaient été accusés de façon anonyme, leur porte avait été graffitie et tout. Et ça m'avait vraiment j'avais trouvé ça, la réponse à ce mouvement-là, je l'avais trouvé violente. En général, l'opinion publique semblait vraiment contre ces dénonciations-là. Puis c'était beaucoup, il y avait des profs qui avaient pris les paroles dans mes classes pour dire que c'était une chasse aux sorcières. C'est complètement ridicule. C'est vraiment une expression galvaudée qu'on aurait tous arrêté d'utiliser. Mais, et qui donc disait, bon, ben, il faut passer par les instances officielles, blablabla, alors que les filles qui avaient fait ces accusations-là avaient déjà porté plainte par les instances officielles, et que si elles en étaient rendues à ce point-là, c'est parce que ça n'avait pas fonctionné du tout. Puis, donc voilà, tu sais, j'avais trouvé ça. Puis les filles qui avaient fait ces gestes-là, surtout, ce que j'avais trouvé troublant, c'est que par la suite, c'est les seules qui ont eu des répercussions négatives sur leur vie académique, personnelle, etc., tandis que les profs s'en sont très, très bien sortis, les gens qui étaient accusés. Et ensuite, il y a le mouvement MeToo quelques années plus tard, où on a vu un peu la même chose. Il y a eu très peu de les accusatrices, en général, ont des conséquences beaucoup plus graves que les accusés. Et donc, voilà, c'est aussi une peur que pas mal toutes les femmes vivent, en fait, la peur de se faire agresser sexuellement, de se faire violer. C'est quelque chose avec laquelle on organise presque notre vie, nos déplacements, à quelle heure on va sortir, à quelle heure on va revenir, comment on va revenir, qu'est-ce qu'on va porter. Donc, c'est ça, quand est venu le temps de choisir une injustice, c'est sûr qu'il y avait ça qui me touchait beaucoup, qui m'habitait beaucoup et à laquelle je pensais beaucoup. C'est venu de... Je pense que c'est venu en premier de ma fascination pour les miroirs, puis l'image de soi, puis disons, le pouvoir de séduction des femmes, ou le besoin de séduction que j'ai eu, moi, quand j'étais adolescente, puis jeune adulte. Ça fait quand même 2 ans que c'est, disons, en ébullition, là, ou je sais pas comment dire, en chantier. J'avais eu une bourse du Calg juste avant de déménager au Nouveau-Brunswick. Puis je suis déménagée ici en novembre 2018. Puis à cette époque-là, le titre de travail, c'était vacances, au sens de vacuité. Là. En tout cas, avec vanité, on n'est quand même pas si loin. Puis ouais, c'est ça. Fait que un peu le désir de plaire, le fait d'être une bonne élève, d'avoir toujours suivi les rangs, de jamais m'être rebellée, d'avoir toujours voulu correspondre à ce qu'on attendait de moi. Puis pourquoi est-ce que c'était lié disons, à ma manière de performer la féminité, si on veut. Oui, ben à un moment donné, je cherchais, bon, ben, qui est mon interlocutrice à travers ça,
à qui j'écris, à qui je m'adresse. Oui, je parle de moi, mais c'est un petit peu à travers le prisme de mes sœurs et de ma mère. Ma mère, elle a vécu quand même dans sa vie 2 grands abandons. Son père, à elle, est parti quand elle avait 6 ans, puis elle ne l'a jamais revu. Puis elle en a beaucoup souffert. Puis je me suis posé la question de comment est-ce que ce traumatisme-là m'avait été légué à quelque part par la peur d'être abandonnée comme enfant. Puis après ça, beaucoup plus tard, elle a divorcé de mon père, qui était comme une espèce de 2e abandon. Fait que c'était beaucoup. Tu sais, je me questionnais sur est-ce qu'il y a un lien entre c'est ça, le désir de plaire, le désir de séduire, de correspondre aux normes, ou en tout cas à ce qui est attendu de performer, puis cette peur-là d'être rejetée ou d'abandonner, ou abandonnée, puis quel était, disons, le legs inconscient ou involontaire de ma mère à travers ça, puis du plus grand modèle féminin que j'ai eu finalement, qui reste ma mère, puis qui a été un modèle aussi positif que négatif et aussi inconscient que conscient. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est sombre à quelque part, parce que je vais un peu gratter ce bobo-là que j'avais jamais osé aborder avant. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça m'a rapproché de ma mère, au final. En fait, je peux peut-être lire le poème là, pour que les gens puissent le contextualiser. Là, c'est le poème qui est en 4e de couverture du recueil, donc ça va comme suit. Je te demande quelle science enseigne la beauté, si plaire est un art, une lutte, un commerce, un simple mécanisme de survie, ou quelque culte obscur auquel on sacrifie son premier visage. Puis c'est vraiment, en fait, c'est pas étonnant que ça soit en 4e de couverture, là, ça résume vraiment l'impulsion initiale ou originelle du livre qui questionne pourquoi ce besoin-là de plaire, de séduire, de faire de son corps un objet, finalement, un objet désirable. Puis aussi, à quel moment ça bascule? T'sais, à quel moment on n'est plus dans l'enfance? À quel moment on devient femme? Dans son propre regard, mais dans le regard des autres. Puis c'est peut-être venu avec le questionnement que je pense que toute ma vie, puis probablement pour le restant de mes jours, même si je travaille fort à ne pas le faire, mais on porte tous plus ou moins de masques, tu sais, dans les circonstances. Puis j'avais cette faculté-là d'être très caméléon selon les circonstances. Qu'est-ce que je dois être pour correspondre à tel groupe ou à telle situation? J'arrivais assez facilement à me conformer. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement une bonne chose. Puis donc oui, de sacrifier finalement ce qu'on est, puis ce en quoi on croit. Puis en ce moment, justement, avec toutes les vagues de dénonciation, on parle beaucoup du courage de déplaire. Puis moi, je l'ai pas encore tout à fait, puis je l'ai longtemps pas eu du tout. Fait que je pense que ça vient de là, de cette recherche-là, d'avoir le courage de déplaire, puis de retourner à ce qui est à vif en dessous de toute la collection de masques qu'on peut accumuler là. Ça vient, tout comme Émilie, c'était en ébullition depuis 2-3 ans. Je ne savais pas de quelle manière je voulais me raconter. Je ressentais le besoin de me raconter avant de passer à autre chose, avant de retourner à la poésie qui est mon médium premier. J'avais besoin de sortir ça pour pouvoir passer à autre chose. C'est venu d'un désir de partage. C'est un livre comme un peu communautaire. J'ai l'impression que beaucoup de gens s'y sont retrouvés par la suite. C'était pas mon intention nécessairement, mais c'est un don, en fait, que j'avais envie de faire. Un don de moi. Pardon, un don de moi. C'était des soubresauts. C'est vraiment pas un livre qui s'est écrit de manière linéaire, avec une routine. Tu sais, normalement, j'ai une routine très stricte. Là, je me lève, j'écris 2 heures, pause, je réécris. Tu sais, je suis quand même assez assidue, comme on dit. Mais ce livre-là, c'est écrit en petit vomi, là. J'arrivais pas à... Oh mon Dieu, quelle analogie poche! Mais j'arrivais pas à m'asseoir et à l'écrire puisque c'est écrit en fragments comme dans des souvenirs. Et c'est écrit comme de cette manière-là aussi.